L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télégrenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler des internationaux de France de patinage qui se déroulent ce week-end à Grenoble, d'une bague connectée qui a le rythme dans la peau et d'un concept de Grand 8 nouvelle génération. Et je vous rappelle que vous pouvez jouer jusqu'à minuit ce jeudi pour tenter de gagner 200 € de bons d'achat dans les magasins L'Entrepôt du bricolage. Pour ça, il suffit de répondre à la question de la semaine que vous pouvez retrouver soit à la fin de cette émission, soit sur notre site internet télégrenoble.net. J'ai d'ailleurs deux bricoleurs dans l'âme sur ce plateau. Thierry Lou, bonjour. Bonjour. Vous concevez des Grands 8 nouvelles générations. Et puis à côté de vous, Yoon Lee, concepteur d'une bague musicale connectée. Bonjour. Bonjour. Et puis deux sportifs, deux champions, Morgane Cypress et Vanessa James. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie des meilleurs couples de patinage artistique en Europe. Vous avez terminé 3e des derniers championnats d'Europe. Vous avez 5 titres de champion de France. Morgane Cypress, Vanessa James ou Vanessa James, Morgane Cypress? Il y a un protocole dans les compétitions? C'est le féminin qui l'emporte, ou on est galant en tout cas. Faut commencer avec les filles. Bon, je vais commencer avec Vanessa qui a la particularité d'être championne de France, mais également championne d'Angleterre. C'est assez rare dans une carrière de sportif d'avoir des titres dans 2 pays. Oui, c'est vrai, mais de ce que je suis très fière. J'ai patiné pour l'Angleterre en individuel et après, j'ai rencontré mon premier partenaire pour la France et je suis naturalisée française et très fière de patiner pour la France. Bon, vous êtes née au Canada, vous avez patiné aussi pour les Ouais. États-Unis, donc vous êtes vraiment une sportive internationale. Morgane, ça fait combien d'années que vous patinez avec Vanessa? Ça fait maintenant 7 ans qu'on patine ensemble. Et moi, ça fait bientôt 20 ans que je patine. Un peu plus même. J'ai commencé à 5 ans, donc voilà. À peine ça avait vu marcher que vous avez chaussé les Ça, patins, c'est presque exactement. ça. La rencontre, ça s'est fait comment? J'imagine qu'on vous l'a déjà demandé, mais... Ça s'est fait qu'on se connaissait de l'équipe de France. Moi, j'étais un patineur individuel en junior et Vanessa était en couple avec son premier partenaire Yannick Bonheur. Et on s'est rencontrés grâce à l'équipe de France en compétition, en stage, en entraînement. On se côtoyait de temps en temps. Et après ces Jeux Olympiques avec Yannick Bonheur, elle s'est séparée et puis j'ai saisi l'occasion voilà, non, mais ça s'est fait plus naturellement en fait. J'avais pris un peu de ses nouvelles et après on a commencé à rigoler sur peut-être on pourrait faire un essai, faire des grandes choses ensemble. Puis de la rigolade, on est passé entre guillemets à l'acte et puis on a fait un essai ensemble et ça a bien fonctionné directement. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Il y a des ruptures, il y a des seconds mariages, il y a des coups de cœur. Oui, c'est ça. Coup de cœur. Bon, l'histoire, en tout cas, la vôtre, est toujours en train de s'écrire. Il y a 2 disciplines dans la danse de patinage artistique. Il y a la danse et puis il y a le couple. Alors vous faites partie du couple. C'est quoi la différence entre les deux? La différence pour nous, c'est un petit peu plus, on va dire, athlétique, un petit peu plus, je ne veux pas dire impressionnant, mais on fait plus des sauts, on fait les lancers, on me lance et me rattrape la plupart du temps. Et puis, voilà, c'est un sport très complet. On a fait toutes les disciplines, on va dire. On fait les sauts, on fait l'artistique comme la danse. C'est un mélange de toutes les disciplines. On vous voit là, sur ces images lors des derniers championnats d'Europe. Effectivement, Vanessa, elle virevolte au-dessus de vous, Morgane, au cours de l'exercice. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'elle disait, c'est le côté vraiment très athlétique du couple, où on fait des lancers qui sont très impressionnants. Je la lance aussi sur un twist, où elle doit faire une rotation et je la rattrape en l'air. Oui, c'est la différence vraiment entre la danse et le couple, où nous on a des sauts, des lancers très hauts et des portées au-dessus de la tête. La danse n'a pas le droit de faire de portée
au-dessus de l'épaule ou au-dessus de la Une tête. figure comme on vient de voir là par exemple, ça c'est... Ça, par exemple, on verra jamais ça en danse, parce que c'est un saut lancé, et ça n'existe pas. C'est pratique pour se débarrasser de sa partenaire. Ouais, mais bon, on s'en sert pas trop pour ça normalement. Bon, les Français ont eu plus de titres, hein, on va dire, en danse sur glace qu'en couple. C'est peut-être à vous maintenant d'écrire une autre page de l'histoire du patinage français. Ouais, bah on a écrit une petite page, je pense, parce que ça faisait 20 ans que la France n'avait pas eu de médaille en couple. Les derniers étaient Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Je pourrais pas dire la date, mais ça fait 20 ans maintenant. Et puis voilà, on a eu beaucoup de médailles. On a eu une grosse médaille en danse avec Marina Anissina et Gwendal Pesera, qui ont été champions olympiques, champions du monde, plusieurs fois champions d'Europe. Et on a la relève avec Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont double champions du monde. Double champion du monde et une fois vice-champion du monde. Donc non, ça marche bien pour la danse. Et puis nous, on essaye de suivre le rythme de Gabriela et Guillaume en ayant décroché notre première médaille au championnat d'Europe l'année dernière. Alors, on a vu qu'il fallait un certain sens de l'acrobatie, il faut un certain sens de la synchronisation aussi. Comment vous travaillez? On vous voit là, pratiquement des frères et sœurs jumeaux. Hein. C'est le but, c'est d'être deux personnes et créer une seule et même personne pratiquement. Et c'est un travail de tous les jours où il faut connaître son ou sa partenaire par cœur. Et puis voilà, c'est un travail de fourmi, on ne dirait pas comme ça, mais pour faire une pirouette avec la même vitesse de rotation, la même position, etc. C'est toujours compliqué, mais on travaille. C'est ce qu'il faut. Alors, une étape importante de votre travail passe ce week-end par Grenoble, qui accueille pour la première fois les internationaux de France de patinage. C'est une compétition importante? Oui, c'est une compétition très importante parce que cette compétition va décider si on qualifie pour le Grand Prix final qu'on n'a jamais fait, et on est très très fiers de qualifier cette année. On a fait une médaille le dernier Grand Prix au Canada, et si on est sur le podium, ce qui est très faisable pour nous, on peut faire quelque chose de très 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 bien. Alors, on vous voit à l'entraînement à la patinoire Pôle Sud. Vous avez pris vos quartiers cette semaine à Grenoble. C'est aussi une bonne répétition pour les Jeux Olympiques. Morgane, est-ce que les meilleurs mondiaux vont être présents? Oui, c'est ce qu'elle expliquait. Si on arrive à se qualifier pour la finale des Grands Prix, qui est dans 2 semaines, c'est les 6 meilleurs du début de saison qui se qualifient. Donc ça voudrait dire qu'on a une chance, entre guillemets, d'être dans le top 6 aux Jeux Olympiques. Et bien sûr, on vise une médaille. Donc on verra. C'est l'objectif principal, c'est ce qui nous fait le plus rêver. Maintenant, voilà, on commence à grimper. On a gagné notre première médaille l'année dernière. On grimpe en ce moment. Donc tout est jouable. Vous étiez 10e il y a 4 ans, tous les deux, aux Jeux Olympiques de Sotchi. Ouais. Là, on va dire que vous y allez pour un podium. Oui, on n'y va pas pour se balader, ça c'est sûr. C'est le podium qui nous intéresse, effectivement. Bon, vous aurez vos supporters ce week-end à Grenoble? Oui. Ils seront là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions en France. Ça tourne un peu dans tout le monde entier. Donc dès que c'est en France, à Paris, à Grenoble ou même en championnat de France, il y a les supporters qui se déplacent. Hein. Ça nous fait toujours plaisir, heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, ça serait pas la même chose. Ça serait peut-être pas la même réussite. C'est comme dans tous les sports, on a besoin de nos supporters. Bon, il y a beaucoup de supporters japonais également qui sont venus à Grenoble. C'est un sport important au Japon. Il y a 3 jours de compétition. Vous serez sur glace vendredi, samedi et même dimanche. C'est 2 jours de compétition et le dimanche, c'est plus pour le spectacle. C'est pas une compétition, c'est pour célébrer entre guillemets la fin de cette compétition. On vous souhaite bonne chance et puis on espère que vous ferez partie des Français médaillés aux Jeux Olympiques de Corée cet hiver. Est-ce que vous aimez les sensations fortes? Moi, j'adore. Moyen. Je sais que Morgane fait du motocross, par exemple. Oui. Hein, je suis très, très fan de motocross et pour glisser vers ce monsieur, j'adore les grands 8 et les manèges à sensations fortes. Est-ce que vous aimez le base jump?
J'ai jamais fait de base jump, bien sûr, mais j'aimerais bien sauter d'un avion ou hélicoptère. J'ai fait du saut à l'élastique déjà. Bon, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est pas un élastique qui nous empêche de s'écraser par terre, c'est un parachute. Thierry, ce sont vos images, c'est vos sauts en tout cas. Oui. Vous, les sensations fortes, vous aimez ça, l'adrénaline? C'est ça fait 30 ans que je fais des sports aériens, le base jump depuis une bonne vingtaine d'années. Et la wingsuit qui est assez populaire aujourd'hui aussi, ça fait depuis le début des années 2000 que je pratique. Donc oui, les sensations, j'aime beaucoup. Alors, on ne va pas parler de sport aérien avec vous, mais d'un concept que vous êtes en train de développer. Vous êtes à la base un ingénieur et vous vous êtes lancé il y a 2 ans dans un projet plutôt innovant. Tout à fait. Alors, le projet date d'il y a un peu plus longtemps que ça, mais c'est vrai qu'il n'y a que depuis 2 ans qu'on y a mis un petit peu les moyens parce qu'il y avait quand même pas mal de verrous bloquants techniques à lever. L'idée, c'est justement de se rapprocher des sensations les plus fortes possibles qu'on peut trouver actuellement dans des parcs d'attractions, dans des grands 8 extrêmes. Mais à part ces lieux spécialisés, on ne peut pas les trouver ailleurs. Et il se trouve que de nombreux lieux d'accueil du public, comme les stations de montagne, les centres commerciaux, même les aéroports ou d'autres types de lieux où il y a beaucoup de monde sur place, ont des besoins soit d'attractivité, soit de diversification d'activités de loisirs. Et on a décidé de faire un produit qui réponde à ce besoin-là et qui apporte une nouvelle offre sur le marché, les sensations fortes. Alors, construire un grand 8, normalement, ça demande pas mal de moyens. J'ai quelques images du dernier grand 8 construit en Isère, dans le parc Walibi, il y a 2 ans. Ça, c'est la version, on va dire, traditionnelle. Vous ne lancez pas dans un projet aussi pharaonique. Tout à fait. Alors là, ce qu'on voit, c'est la construction d'un roller coaster en bois. Bon, c'est une particularité des grands 8 qui est que l'ensemble de la structure est en bois. Pour ma part, on pourrait faire le parallèle plutôt avec des roller coasters en métal. L'idée, c'est uniquement de conserver, si vous voulez, l'expérience utilisateur et non pas toute la mécanique et la structure qui est autour d'une machine classique pour justement l'épurer au maximum, la rendre déjà accessible au niveau coût pour les cibles marché qui sont visées et puis pouvoir l'implanter dans les lieux plus facilement. Ce qu'on voit là dans cette simulation, on est dans un centre commercial fermé. Oui. Et ça, c'est la nacelle. Alors, c'est monoplace, votre concept. Hein. Oui, c'est extrêmement léger. C'est monoplace, monovéhicule aussi. Il n'y a qu'un seul véhicule et monorail. Donc, en fait, le rail est porteur. Il constitue la structure du manège. Alors ici, on voit un peu une vue d'artiste parce qu'on ne voit aucun ancrage sur l'environnement. C'est vrai qu'on a l'impression que ça flotte dans le vide. Tout à fait. C'est pas tout à fait vrai dans la vraie vie. Mais pour des raisons essentiellement de confidentialité, on ne fait pas apparaître les supports sur les images de simulation pour l'instant. Mais en gros, il y a des ancrages tous les 5 à 10 mètres, donc c'est relativement léger, enfin c'est extrêmement léger par rapport à une structure classique. Et l'idée, justement, c'est d'être le plus proche possible de la géographie du lieu, de la géométrie du lieu existant, pour limiter au maximum cette partie structurelle et rendre le produit aussi léger visuellement que possible. On peut aller aussi vite que sur un grand 8 classique avec un système comme celui-là? Tout à fait. Alors c'est une question de dénivelé. Lorsqu'on atteint une cinquantaine de mètres de dénivelé, on peut pratiquement dépasser les 100 km/h. Ce n'est pas forcément toujours le but. On peut avoir des accélérations aussi tout à fait équivalentes à ce qu'on trouve dans les grands 8 les plus extrêmes, de l'ordre de 5 à 6 G. Ce qui est quand même assez important. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de conserver la même expérience utilisateur que dans un grand 8 classique et de la transposer dans des lieux où on n'a pas l'habitude de les trouver. Alors on vous voit dans un salon à Grenoble où vous faites tester ça sous forme de réalité virtuelle. Oui, effectivement dans les salons c'est difficile de déplacer le produit. Alors aujourd'hui, on n'a qu'un prototype, mais c'est quand même difficile de le déplacer. Donc on essaie de faire se rendre compte aux gens ce qui peut se passer sur ce futur produit à travers la réalité virtuelle. Alors le prototype existe, hein, vous êtes en train de le construire pas très loin de Grenoble, dans un grand hangar. On a d'ailleurs quelques images de ce rail qui donne déjà un aperçu du concept et du produit.
Tout à fait. Alors là, on le voit chez le sous-traitant Mécano-Soudure qui s'est occupé de la fabrication du rail, qui est la partie la plus critique du produit. Donc aujourd'hui, le prototype se limite au rail. On a voulu lever vraiment les points techniques bloquants qui sont la conception et la fabrication du rail, qui est assez particulière. Donc on a développé nous-mêmes un logiciel de conception de mécanique pour cette application-là. Et puis maintenant qu'on a levé ces verrous techniques, on voudrait passer à la suite du prototypage, le véhicule, la station d'accueil. Et là, on va avoir besoin de financement supplémentaire puisqu'aujourd'hui, tout a été financé sur fonds propres et subventions. Alors vous cherchez combien d'argent pour développer l'entreprise? Environ 250 000 euros de financement extérieur afin de justement pouvoir finaliser le prototypage et ensuite attaquer la commercialisation. C'est un produit que vous espérez voir sur le marché à quelle échéance? D'ici 2 ans, si tout se passe bien. Vous avez déjà des pistes? J'imagine que des centres commerciaux, par exemple, quand on voit en tout cas l'animation, peuvent être intéressés. Alors aujourd'hui, notre cible prioritaire n'est pas l'urbain, mais certains centres commerciaux ont déjà montré un intérêt au produit. On pense attaquer prioritairement les sites de montagne, les sites plus naturels. Alors là, on voit en image de synthèse derrière, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur les falaises. Sur un flanc de falaise. Donc l'idée n'est pas forcément de se mettre dans un milieu naturel, dans un parc naturel, mais plutôt dans une station de ski en front de neige, là où il y a déjà du monde, et où justement la pollution visuelle n'aurait pas d'effet néfaste. Si un directeur de station qui nous écoute, c'est quoi le budget, l'ordre de grandeur pour un équipement comme celui-là? Moins cher, j'imagine, que les grands 8 qu'on peut avoir dans les parcs d'attractions. Alors c'est évidemment beaucoup moins cher que les grands 8 qu'on voit dans les parcs d'attractions. C'est des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros, on va dire ça comme ça. Mais c'est des choses qui aujourd'hui se font dans ces secteurs-là et c'est des produits qui sont rentables assez rapidement. Bon, on peut trouver toutes les infos sur le site internet de votre entreprise, ça s'appelle Creosense. Et on peut s'embarquer comme ça pour une petite balade virtuelle en espérant que ça se concrétise très vite et puis qu'il y en ait un qu'on puisse tester ici dans la région iséroise. Le bassin grenoblois est plutôt fertile en innovation, qui se concrétise souvent donc, sous forme de start-up. Alors vous, c'est de l'industrie, c'est souvent plutôt dans la haute technologie qu'on voit émerger beaucoup de start-up à Grenoble. Et pour aider à développer ces bonnes idées, on peut passer par le Grenoble Startup Weekend. La 7e édition a lieu en même temps que vous. Ils vous font concurrence du 17 au 19 novembre. Youn, vous y avez participé l'an dernier à ce Startup Weekend. Ça consiste en quoi? Alors, la Startup Weekend, c'est 54 heures pour créer sa startup. L'idée, c'est d'arriver le vendredi avec une centaine de participants qui se rassemblent soit pour participer à un projet, soit pour en proposer un. Et le but, c'est de le développer au fur et à mesure jusqu'au dimanche. Et dimanche, on passe devant un panel de jury qui sont d'anciens chefs d'entreprise, des accompagnateurs de startup qui vont élire les 3 projets les plus convaincants du week-end. Alors vous étiez avec votre idée, votre projet. L'an dernier, ça vous a vraiment servi? Ça vous a donné un coup d'accélérateur, ces 54 heures en immersion dans la création d'entreprise? Alors oui, enfin, dans un sens, c'était quelque part une validation finalement de notre projet avec des artistes, mais c'est également un moyen de se faire challenger avec notamment les différents mentors qui sont là pour justement essayer de taper là où ça fait mal, voir quelles sont les faiblesses du projet pour pouvoir les améliorer et aussi rassembler des compétences, par exemple des gens d'école de commerce qui viennent vraiment aller travailler sur des parties, stratégie d'accès au marché, business plan, plan de financement et ainsi de suite. On dort pendant les 54 heures ou on est en permanence en train de cogiter? On essaie de dormir, mais on cogite même pendant la nuit parce que c'est un laps de temps tellement court que faut y aller et on dormira plus tard. Bon, il y a une remise des prix à la fin, donc votre projet a séduit le jury de l'édition précédente. Qu'est-ce que c'est votre innovation? Alors nous, en fait, on développe une bague connectée pour les artistes. Alors en fait, l'idée, c'est de créer un accessoire qui vient compléter un instrument, qui vient repousser les limites de l'interaction musicale pour permettre aux artistes de s'exprimer plus librement, en proposant une librairie de mouvements capable de s'adapter à n'importe quel instrument. Alors c'est cette petite bague là qu'on voit sur les images, blanche, qu'on met au doigt pendant qu'on joue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet en fait de contrôler des effets musicaux via des mouvements de la main, donc comme par exemple un vibrato, jouer de la batterie dans les airs, ou encore ouvrir des filtres.
Alors aujourd'hui, on s'adresse exclusivement aux artistes producteurs et claviéristes, mais on va rapidement pouvoir proposer une librairie de mouvements capable de s'adapter à n'importe quel instrument. Il y a une technologie compliquée derrière ça? Alors en fait, on a rassemblé des blocs déjà existants, c'est-à-dire des technologies qui sont dans les drones, dans les smartphones. En fait, il y a 9 capteurs dans cette bague qui permettent où on récupère les données et on fait du traitement du signal dessus. C'est développé par des... Vous étiez élève ingénieur pour la plupart dans ce groupe de créateurs, hein? C'est ça, en fait, on est 4 ingénieurs de formation et en fait, on est tous les 4 musiciens, donc on avait un peu cette double compétence qui nous a permis de pousser le projet jusqu'à là où il est aujourd'hui. Alors, j'ai des images d'un autre projet un peu similaire, Ezra, pour ceux qui l'ont connu, il est venu sur ce plateau avec un gant qui permet également de faire des sons, de la musique. C'est un peu dans le même esprit ce que vous êtes en train de développer? En fait, à l'origine, avant d'être une bague, c'était un gant qui était destiné aux enfants en situation de handicap. On avait travaillé en fait avec un conservatoire pour leur permettre d'interagir différemment avec la musique. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y a un véritable potentiel. Et on s'est plutôt changé le plan pour devenir une bague, afin que ce soit un accessoire plus personnel et moins intrusif qu'un gant. Alors, vous avez été primé dans différents concours, notamment le tremplin pour l'entrepreneuriat, OSE, qui vous a alloué 10 000 €. C'est pas mal pour démarrer. Ça prouve que des investisseurs croient en vous. Je crois que vous allez également partir aux États-Unis dans quelques mois. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que le 4 janvier, on part pour 3 semaines aux États-Unis avec notre équipe de 7 personnes. On va être à Las Vegas, du coup, pour le CES, qui va rassembler toutes les technologies du monde, toute la presse. Puis après, on va aller à San Francisco pour aller rencontrer des investisseurs. Et on va faire un dernier stop à Los Angeles, où on va participer au plus grand salon de la musique qui existe. Vous êtes soutenu par pas mal d'organismes, l'université, puisque vous êtes tous issus de Grenoble INP à la base. Là, vous êtes venu avec ce clavier. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Bien sûr. Alors, juste pour expliquer de base, en fait, si on joue normalement, il ne se passe rien. Et c'est seulement quand je fais des mouvements bien particuliers, comme par exemple un vibrato, des vibrations, qu'on va détecter le mouvement. Ça, c'est qu'un mouvement parmi une palette. Donc, par exemple, je peux également changer d'instrument. Donc, par exemple, là, j'ai un synthétiseur. Et c'est par exemple en levant la main. Je peux également ajouter des effets et les contrôler. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui de sortir du clavier et jouer dans les airs. Donc ça veut dire qu'il s'annonce aussi un petit apprentissage. Quelqu'un qui joue du clavier classique, s'il veut pouvoir s'adapter, il va falloir un temps de mise en route. Alors en fait, on a rencontré une cinquantaine d'artistes amateurs ou professionnels en fait, qui ont pu tester la bague. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est assez intuitif. Finalement, il faut juste 5 minutes et les gens comprennent naturellement comment ça marche. Pour eux, le vibrato, c'est déjà un mouvement naturel pour eux et qui manque aujourd'hui au synthétiseur. Alors la bague s'appelle Aurea. Il y a également un site internet où on peut se renseigner. Pareil, même question. À partir de quand vous pensez qu'elle pourra être commercialisée, cette bague? En fait, on va lancer notre campagne Kickstarter, enfin une levée de fonds participative en mars prochain pour faire des préventes. Et l'objectif serait de les livrer d'ici la fin 2018. C'est pas 100 000 € l'ordre de grandeur, là, c'est un peu moins cher, j'imagine. Non. Ça va, mais on ne communique pas sur le prix pour le moment. Bon, très bien. Merci, bonne chance en tout cas à tous les deux dans vos initiatives. Nous, on va terminer cette émission avec une nouvelle rubrique dans Si on parlait, c'est « On en a parlé ». Ça nous permettra de prendre de temps en temps des nouvelles des invités qui sont venus sur ce plateau. Quand Morgane et Vanessa seront champions olympiques, on dira on en a parlé. Et puis quand vous aurez fait fortune avec vos innovations, ce sera la même chose. La semaine dernière, on recevait à votre place Tony Chaperon. Alors je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot autour de la table. C'est l'un des arbitres les plus célèbres du foot français, un international, 14 saisons en Ligue 1, plus de 450 matchs à son actif. Et pendant l'émission, il nous a fait une petite annonce. Tony, vous êtes plus près de la fin de carrière que du début. Vous êtes fixé une échéance? L'échéance, ce sera la fin de la saison. Vous arrêtez, raccrochez le sifflet. Voilà. Je ne serai plus arbitre. Déjà, j'ai demandé à ne plus être sur la liste des arbitres internationaux à partir du 1er janvier. Et je ne serai plus arbitre de Ligue 1 au 1er juillet 2018. Voilà, en langage journalistique, ça s'appelle un petit scoop, puisque après la diffusion de l'émission, l'info a fait le tour des rédactions sportives. On voit là par exemple le site de l'équipe qui a repris notre communiqué, France Football ou encore BFM TV ont repris également l'info en citant Télé Grenoble. Alors ça arrive
quand même pas tous les jours qu'une petite chaîne locale soit reprise par les grands médias nationaux. Donc on en profite pour se lancer un petit peu des fleurs. En plus, Tony, comme il va être à la retraite, il nous a légué ses cartons. Ce sont les officiels, les rouges et les jaunes. Vous n'avez pas prévu d'arrêter votre carrière tous les deux, sûr? Pas tout de suite, pas tout de suite. Sinon, moi, je suis preneur. Hein. Après, pareil, ça fera le tour de tous les médias. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation à tous les deux. On peut vous retrouver ce week-end sur la glace de Pôle Sud à l'occasion des internationaux de France de patinage. Et puis, évidemment, au mois de février pour les Jeux en Corée. Merci à tous. Si vous voulez revoir cette émission, si vous avez raté le début ou revoir la fin, c'est sur notre site internet telegrenop.net. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.